Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Pour cette troisième partie, me voici avec deux hommes forts. Monsieur Rudy Terranova. Comment ça va depuis? Ça va, Est-ce alhamdoulilah. que tu peux te rapprocher un peu du micro, s'il te plaît? Ça va, alhamdoulilah. Mhm. Aïd Moubarak avec le retard, tu vois. Voilà, confrère. Après, je sais pas si je suis fort, mais en tout cas, j'essaie de me maintenir. Mhm. Parce que chez nous, musulmans, on dit le fort. Pas celui-là qui terrasse son adversaire, c'est celui-là qui maintient sa colère. Et je n'ai pas toujours réussi à la maintenir. Ce qui m'a joué des tours dans ma vie. Monsieur Mateus da Silva. Comment ça va? Ça va super et toi? Tranquille. Salut Rudy. Salut, Mathéo. Mateus, je sais aujourd'hui que tu défends un programme. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, de ce programme? Parce que tu en parles depuis deux épisodes, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport à ce programme, s'il te plaît? Ouais, je vais le faire et je pense que, on va dire que l'actualité s'y prête. Voilà, exactement. Je sais pas quand est-ce qu'exactement cet épisode va sortir. Mais en tout cas, pour les téléspectateurs, enfin, je sais pas si on appelle ça les téléspectateurs, vu que le truc il est sur YouTube. En tout cas, pour ceux qui vont voir ce contenu, nous sommes aujourd'hui donc le 1er juillet 2023. Donc, en plein dans le cœur d'émeutes, de mouvements sociaux, de mouvements de jeunes qui sont en train de foutre le bordel, simplement, en réalité. Tu vois, moi, j'appelle ça bordel parce que c'est, selon moi, à mon sens, les causes sont bonnes. Parce qu'en réalité, je pense que c'est un ras-de-bol, une colère, des bavures que les policiers font subir aux jeunes. Mais bordel, parce que ça n'a ni queue ni tête. Moi, en vrai, bon, je cautionne pas, mais à la rigueur, tu voles, tu profites du marasme pour faire des conneries, mais qui t'apportent un bénéfice. Tu vois, moi, comme je disais la fois d'avant et la fois précédente encore, moi, j'ai fait des conneries par nécessité. Tu vois, c'était vraiment par le manque d'argent, le manque de biens matériels, etc. Mais j'ai jamais compris le vandalisme. Le vandalisme. Ils ont brûlé une médiathèque, frère. Une médiathèque toute neuve. Tu vois, justement, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Parce que la médiathèque, c'est une bibliothèque 2.0. Et c'est vraiment le berceau de la culture, le berceau de la connaissance, le berceau du savoir. Et du coup, bon, malgré qu'il y a... Enfin, moi, j'ai beaucoup à cœur les médiathèques. Parce que nous, on a vu arriver les médiathèques. Avant ça, il y avait des bibliothèques. Et nous, on est d'une génération, il n'y avait pas Internet. Et si tu voulais le savoir, etc., il fallait le chercher dans les livres. Et les livres, tu avais justement les bibliothèques où tu pouvais emprunter des livres gratuitement, les lire, les rendre, etc., les partager avec tes potes, etc. C'était l'ère avant Internet, tu vois. Aujourd'hui, je vois un truc sur Instagram, je vais te le partager de la même façon, mais sauf que l'avant, c'était... tangible, physique, dans la main, tu tenais ton livre et tu le lisais, et quand tu kiffais, tu surlignais des trucs, etc. Et que tu brûles une bibliothèque, mais ça m'a traumatisé, frère. Tu brûles une bibliothèque, frère. Déjà, tu brûles
des voitures dans ton quartier, déjà, ça me choque. Parce qu'en réalité, bon, moi j'ai habité dans le 8e par exemple, tu vois, mais va dans le 8e. Là-bas, ils sont tous assurés, les mecs. Tu vois l'air. Et tu brûles les voitures là-bas. Ça se fait pas quand même, en vrai. Comme je dis encore une fois, c'est délicat de parler de ça parce que ça peut être comme si je cautionne certains trucs, alors que je cautionne rien du tout. Surtout pas la bavure et surtout pas les conséquences qui suivent. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est le destin brisé de Naël. C'est le destin brisé de sa maman. Et ça va être un tas de destins brisés que plein de mecs qui vont faire des conneries là, on va leur envoyer l'armée, il y en a peut-être d'autres morts qui vont suivre, et sinon beaucoup d'incarcérations qui vont suivre, encore plus. Donc en réalité, voilà. Donc dans cette période-là, je pense que le sujet qu'on a aujourd'hui, et surtout l'agence que je suis en train d'exploiter, s'y prête carrément. C'est vraiment, on est dans le dur, parce que il faut comprendre que, ok, il faut pas se laisser faire, tu vois. Mais je pense que les révolutions, elles passent par l'exemplarité. Moi, c'est ce que je pense. Parce que si c'était par la violence, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait, nous, déjà. Tu vois, nous, on est arrivés, la BAC, ça n'existait pas, tout ça, ça n'existait pas. Les keufs, c'était d'autres keufs, tu vois. Et nous-mêmes, on était très violents et on n'a pas réussi. Parce qu'il y a eu, en 95, une grosse émeute, là. C'était l'une des premières à l'époque. Il y avait une bavure au commissariat du 18, là. Je ne sais plus comment il s'appelait, le renom. Je ne sais plus quoi, enfin, bref. Il y avait Malikou Sekine. Voilà, Malikou Sekine, c'était, voilà. Ouais, ouais, mais Malikou Sekine, il n'y a pas eu des grosses il y a eu la marche des beurs. Il y a eu la marche des beurs, il y a eu machin, c'était pas pareil. Mais en 95, là où, on va dire que la racaillité était à son paroxysme pour moi, tu vois, bah, il y a eu ça. Il y a eu ça, et voilà, tu vois, ça a été réprimé dans la douleur pour certains. Et à un moment donné, ça n'a pas avancé les choses. Tu vois, en 2005, il y a eu Zied Bouna. Voilà, là, ça fait... Et là, j'entends beaucoup et je lis beaucoup le parallèle qu'ils font par rapport à ça. Mais là, je trouve que c'est encore pire, parce qu'il y a les réseaux sociaux, frère. Bah là, ils sont interconnectés, là. En 2005, c'est même pas qu'ils s'organisent, c'est que en 2005... Ils ont fait un mode où en réalité, il y avait cette espèce de compétition intercité de savoir qui était le plus chaud, entre guillemets. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais sauf qu'on savait qu'à Nanterre, notamment, ça chauffait, à Aulnay-sous-Bois, ça chauffait, à Toulouse, ça chauffait, à Bordeaux, ça chauffait partout, et tout le monde voulait... c'était les médias qui relayaient les informations. Mais aujourd'hui, avec les Snapchat, avec les machins, en fait, les mecs, bah, dans toute la France, ils font l'escalade de façon exponentielle de la violence, de plus en plus, tu vois. En fait, c'est même plus pour revendiquer, c'est pour montrer que, ah, nous aussi, on est chaud. Donc toi, en réalité. Donc toi, tu penses que là, il y a... Parce que moi, je le vois dans plein de quartiers, j'ai l'impression que c'est une activité ludique, là. Exactement. C'est-à-dire que exactement. Je ne sais pas s'il y a des revendications inconscientes. Non, il n'y a pas de revendication. Conscientes, mais j'ai l'impression que c'est une activité ludique de l'été. Il n'y a pas de revendication. Tu vois, comme tu dis, ludique, c'est le bon terme. Parce que moi, j'ai vu des vidéos, les mecs sont morts de rire. Tu vois, ils ne sont pas en colère. Tu vois, la colère a suscité l'éclosion de ça, clairement. Mais moi, je vois des mecs qui sont morts de rire. Ils rentrent voler des bécanes, ils volent des baskets, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est devenu un jeu. C'est devenu un jeu, tu vois, c'est devenu un jeu. Après, la problématique, tu vois, c'est que dans la vie, il faut pas avoir raison dans le fond et se mettre en tort dans la forme. Exactement. Et moi, je suis pas en train d'encourager, mais je vais être trivial. Faut jamais chier là où tu manges. Exactement ce que j'allais dire. C'est pour ça que moi, j'aurais pu voler, par exemple, des commerces qui étaient à proximité de chez moi. Mais tu sais, des fois, tu peux agresser quelqu'un et sur le moment, et sous un flash, même si t'es cagoulu sur ta voix, sur ta démarche, ça va lui faire un déclic. Moi, j'ai toujours eu peur de ça, tu vois. Là, j'espère juste que les petits qui ont cramé les Aldi, les ED et toutes les marques qu'on connaît, ils vont aider à porter leur sac, leur mère dans le bus quand ils vont aller au ED ou Lidl d'à côté. Tu vois, parce qu'en plus, ils font des émeutes, ils rentrent chez Zara pour prendre des slips. Donc soit tu fais rien, soit tu te tais. C'est comme... Je sais pas si tu as suivi, excuse-moi de t'interrompre. Il y avait un moment, il y a une vidéo où tu vois, ils sont cassés, je sais plus, un supermarché comme ça. Et le mec il dit prends-moi un Yop. Ouais, si. Ça tourne ça. Ça fait comme non, moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est le petit Renoir qui court avec 2 sacs de riz qui dit maman elle va être contente. Maintenant ils sont dans l'euphorie. On va prendre un exemple. Je sais pas si tu as vu, il y a eu des lions qui ont été lâchés. Ouais. Éléphants aussi. Ouais, non, je vais revenir sur le lion parce que l'éléphant c'est un herbivore.
le gars qui est responsable de ça, tu sais, il fait chaud, là, les petits... tu sais, on va pas te dire, chez nous, les petits Maliens, les petits Sénégalais, ils restent dehors jusqu'à 22-23 heures. C'est des grandes fratries. Si un lion, il mange un petit, par ta cause... C'est très compliqué. On va faire quoi après? Ils vont faire une manif pour aller taper les lions. Tu vois? Et là, ils sont en train... Tu vois, l'État, tu sais, tu vas casser, ils s'en foutent. C'est avec les impôts locaux qu'ils vont payer. Et au contraire, ça va leur donner des raisons de durcir plus derrière. Là, ils parlent de mettre des caméras à reconnaissance faciale, mais pas reconnaissance faciale au cas où ils reconnaissent ta tête. Comme Minutier Report, là. Ils vont analyser en même temps si tu es susceptible de commettre un mauvais acte. Tu vois, on va en arriver là, tu vois. Et les policiers, et comme tu dis, ça s'est étendu. Il y a même des zones, des campagnards où ça arrivait. Et les policiers, ils n'avaient même pas de lacrymogène. Tu vois. Et le petit, aujourd'hui, il est enterré. Rahmouk, la terre lui soit légère. Mais il ne faut pas que tout excuse au nom de sa mémoire. Parce que les policiers, tu sais, en fait, c'est devenu un gang contre un gang. C'est-à-dire, c'est plus des policiers, c'est comme si c'est des gars de cité qui vont dans une gars de cité. L'État a sa responsabilité où ils ont enlevé la police de proximité. Tu sais, on a tous dans nos quartiers des baqueux qui ont des surnoms. Si c'était des policiers de la zone, bon après, il aurait pu commettre son infraction dans un autre département, mais je te donne un exemple. Si par exemple, si tu fais un truc, tu as à Grigny et que le policier te connaît, même si tu t'en vas, il va dire ouais, pars Bouba, je vais venir chez toi demain, tu vois. Mais là, il y a des turnovers. Par exemple, chez nous, il y a un camion qu'ils appellent le camion fou. C'est à Viroflay, ça veut dire que c'est la BAC départementale. Ça veut dire un policier qui est ancré dans la ville peut se retenir parce que tu peux lui dire... moi, je l'ai déjà dit à des policiers qui ont fait des choses à mes enfants. J'ai dit, ouais, là, tu as dépassé le cadre de le policier. Ça veut dire que c'est homme contre homme. Tu vas rentrer ton uniforme, quand tu vas sortir du commissariat, je vais être là. Et on va parler entre hommes. Mais la BAC départementale, ils sont à Viroflay. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'ancrage. Et moi, j'ai assisté à une scène. Il y a un petit, il était assis sur les armoires électriques. Là, tu vois les mecs faire les branchements. Il était sur son téléphone, avec ses écouteurs. Il était dans son téléphone. Et il a fait un... Le camion est venu, a ouvert. Il n'a même pas entendu. Il a dit, ouais, descends. Il a dit, sinon, je vais te gazer. Et le petit, il n'a pas entendu. Ils ont fait un tour, ils ont ouvert, ils ont mis un coup de gazeuse. Tu vois, et ils se croient tout permis. Pourquoi? Et j'en reviens toujours à mon cheval de bataille, parce que je sais pas si tu sais ma story, c'est les chaînes en continu. Tu as vu, BFM, ils ont commencé à dire, ouais, il a tamponné. Heureusement qu'il y a des images. Tu vois, les réseaux, c'est bien et c'est pas bien, tu vois. Et ils sont couverts. C'est comme, ils couvrent les racistes. Tu vois, c'est news. En fait, tout ce que, tu vois, le gars qui pensait ça chez lui, j'aime pas les noirs ou les musulmans, ben, il l'entend de manière officielle par des politiques. Et en fait, ils sont même pas honnêtes, parce qu'ils accusent les musulmans de faire la takia, c'est un concept cheat, de cacher sa foi. Mais quand ils présentent un mec, ils vont le mettre essayiste, non pas chroniqueur, éditorialiste. Mais moi, je Google son nom. Je tape son nom dans Google et je vois membre du soutien d'Éric Zemmour, soit attaché à la franc-maçonnerie, soit le GUD, tout ça. Ils ont toujours une attache avec l'extrême droite. Tu vois. Et après, il y a un problème de mélanine. Tu vois, pourquoi le fils à Nadine Morano, il a fait la même chose, ils n'ont pas tiré dessus. Je pense que si... Après, tu as vu, on ne va pas rentrer dans ça, mais s'il avait été blond aux yeux bleus, ils auraient agi autrement. Et même dans le modus operandi, je comprends pas, ils disent que c'est des policiers expérimentés. Moi, j'ai déjà eu ce cas de figure. Parce qu'ils voulaient m'interpeller à la suite d'une chasse. Pourquoi il n'y a pas un policier de chaque côté? Les deux sont du même côté, il y en a un, il a avaché sur le capot. Et en plus, il a dit ce qu'il a fait. Parce qu'il dit non, mais il a dit, je vais te mettre une balle dans la tête. Et on l'entend. Ah, on l'entend. On l'entend. Ouais. Shoot-le. Après, il y a son collègue même qui dit shoot-le. Parce qu'ils s'aperçoivent quoi? Ils sont couverts. Ils font des choses flagrantes. Et ils disent non, ils se retrouvent en provisoire. Regarde le petit là, que je connais, le petit Koba. Il a participé à une bagarre pour le cas de Palmade. Palmade, il a fait un truc de fou. Palmade, il était en boîte récemment. Le petit Koba, c'est même pas lui qui a mis les coups, c'est sa sécu. Tu vois, c'est sa sécu et il est rentré en prison pendant plusieurs mois. Il y a 2 poids 2 mesures. Mais est-ce que, si on remonte 20 ans en arrière, il n'y a pas eu une cassure dans les années 2000? C'est-à-dire que, moi je me souviens d'une époque où il y avait ce qu'on appelait l'éducation collective. C'est-à-dire que chacun élevait, tout le monde élevait l'enfant de tout le monde. Et j'ai l'impression qu'en 2000, ce qu'on pouvait appeler le bug de l'an 2000 en tout cas, j'ai l'impression que c'est la diminution de l'éducation collective, donc le fait aussi qu'on s'est moins occupé de tous les enfants. C'est-à-dire que les adultes sont moins occupés de tous les enfants, parce qu'en réalité, l'éducation, elle ne se fait pas que dans la famille.
Moi, ce que je pense, et je vais revenir après sur mon phare, là, ce que je pense, c'est que... Attends, il y a qui avait dit ça je crois que c'est Lefa. Lefa de la section d'assaut, il avait fait un morceau où il dit... il fait un parallèle entre les adultes qui sont en réalité des enfants mal éduqués. Aujourd'hui, on en est là. On en est là, parce que moi, je vois par exemple, moi, je vois, mon fils, il a 19 ans, tu vois. Donc, typiquement, il aurait pu être au milieu de tout ça. Mais non. Tu vois, je veux dire, il n'y est pas. Tu vois, il regarde ça de loin sur les réseaux sociaux, comme moi, tu vois. Et voilà, parce qu'il sait que je lui ai toujours appris, depuis petit, que quand il y a du feu, si tu veux pas te brûler, va à côté. Parce que le feu, ça brûle, mec. Après... Tu comprends? Attends, je finis sur le truc. Et du coup, la cassure qu'il y a eu, je pense, c'est la cassure de comment ça s'appelle? De l'éducation et du rapport de proximité entre les parents et leurs enfants. Moi, je pense qu'il y a ça qui a beaucoup joué. Regarde, sans vouloir dénigrer ou juger, tu vois, chacun, on va dire, fait son deuil à sa façon, tu vois. Mais j'ai vu la mère de Naël sur une bécane de crosse en train d'accélérer, tu vois. Moi, quand je vois ça, je vais pas dire que ça me choque, je suis personne pour juger, mais je sais pas, moi j'ai perdu 2 petites sœurs et poto, comme je te l'ai dit la dernière fois, moi ça m'a traumatisé. Et c'était mes sœurs, je suis pas leurs parents. Et moi qui suis père aujourd'hui, j'ai envie de te dire que même dans un cauchemar, je ne peux pas rêver de perdre mon fils, tu vois. J'espère que c'est lui qui va m'enterrer. Parce que c'est comme ça le cycle de la vie, tu vois. Les parents sont enterrés par leurs enfants et c'est pas un parent. C'est pour ça que comme il disait, paix à son âme, que la terre lui soit légère, tu vois. Et que voilà. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, pourquoi le phare, donc, est une agence, c'est une association qui a vocation à faire plein de choses. Donc, comme le phare des marins, à l'époque, qui avait vocation à guider les marins perdus, mon phare à moi, c'est une agence de développement personnel, coaching et formation, qui part d'un principe simple, c'est que le talent est des fois caché, mais des fois, il est tellement caché que même la personne concernée l'ignore. Donc, en réalité, quand on parle de développement personnel, c'est l'histoire de faire prendre conscience aux gens concernés qu'ils ont un talent, révéler ce talent s'ils n'en ont pas conscience, et le développer, tout simplement. Et du coup, il y a plusieurs axes. Donc, il y a l'axe entrepreneuriat, je l'ai dit ça l'autre fois déjà, je pense. Si tu ne trouves pas ton taf, crée ton taf. Il y a l'axe citoyen pour réconcilier les jeunes aux urnes. J'ai fait des actions par rapport à ça, ou au niveau des élections, où justement, je faisais ramener les jeunes aux urnes, tu vois, parce qu'en fait, le droit de vote, bah, justement, c'est un droit. Et malheureusement, beaucoup de jeunes ne se sentent pas concernés par ce droit. Ensuite, l'axe aussi... bon, je ne vais même pas dire sans remettre en question, moi je remets en question clairement l'éducation nationale, qui, on va te dire, si tu es nul en maths, tu feras rien de ta vie, alors qu'en vérité, tu peux avoir une appétence artistique, une appétence manuelle, tu peux être un artiste, et il y a plein de domaines dans lesquels tu peux te développer et t'épanouir, sans pourtant connaître par cœur le théorème de Pythagore ou de Thalès, tu vois. Et aussi, le dernier axe, et c'est là qu'on en vient, c'est que, voilà, être un bonhomme, c'est pas être un voyou. C'est pour ça que, moi, comme je te dis encore une fois, je suis venu à ton invitation parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que le thème me parlait. Mais qu'en réalité, comme je te l'ai dit, et si bien, moi, je préfère parler des trucs positifs. Je préfère parler des trucs concrets et valeureux que j'ai faits, plutôt que de parler qu'en 1900, on faisait des bagarres, tu vois. Parce qu'en réalité, on s'en fout, comme je te dis, moi je suis un mec du futur. Logo. Ouais, merci. Hein. Et du coup, le logo, c'est voilà, c'est parce qu'en fait, c'est la guerre. C'est un bouclier, tu vois. C'est-à-dire, c'est voilà, comme pour reprendre, bon, j'aime beaucoup le rap, tu vois. Pour reprendre une chanson de Kerry James, Banlieusard, il dit on n'est pas condamné à l'échec, tu vois. Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils sont condamnés à l'échec de par leur origine, de par leur localisation d'habitation, et des fois de par leur non-diplôme. Alors qu'en fait, non. Tu peux toujours faire des trucs, tu vois. Et pourquoi j'ai fait ça? Je te raconte l'anecdote, tu vois. Moi, j'ai fait des études longues et tout, dans la finance, la comptabilité, en l'occurrence, tu vois. Quel niveau d'études? J'ai bac plus 5, moi, plus ça. Yes. Et du coup, je prenais des stagiaires.
tu vois, en comptabilité. Et un jour, j'ai un jeune stagiaire, le petit frère d'un pote à moi, que je croise en me dirigeant vers mon bureau. Et quand je le croise, il est en jogging. Et c'est pas son premier jour de stage. Donc il vient pas en jogging d'habitude. Donc moi, je m'interroge, mais je le dépasse, tu vois. J'arrive au bureau, un quart d'heure après, il arrive. Parce que moi, j'arrive en avance et lui, il était en avance aussi à ce moment-là. Donc il arrive à l'heure, ponctuel, comme à l'habitude. Et il s'est changé. Et là, je lui dis, mais mon petit, je t'ai vu... non, je lui fais une blague, en fait. Je lui dis, salut Clark Kent. Et comme il est jeune, il sait pas que l'alter ego de Superman est Clark Kent. Ça, je connais pas. Et je lui dis, Superman. Et il comprend pas. Parce que Clark Kent, du coup, il a cette faculté de se transformer en Superman archi vite. Il voit un danger, il voit un truc. Une seconde avant, il a ses lunettes et son costume. Dans la seconde d'après, il est en train de voler, tu vois. Et du coup, j'ai fait ce parallèle parce qu'en vérité, je t'ai vu, il y a pas longtemps, tu n'étais pas habillé comme ça. Et là, bon, il se confond un peu en excuses, il est un peu gêné. Et il me dit qu'il peut pas sortir de son quartier bien habillé. Sinon, il se fait charrier par ses potes. Mec, ça m'a traumatisé. Presque autant que la médiathèque qui a brûlé, tu vois. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, la médiocrité, elle est tellement de masse que le mec qui est brillant, c'est lui qui est complexé. C'est un truc de dingue. C'est comme le bon élève à l'école. Exactement. Tu vois, alors que moi, j'étais bon élève. Mais comme j'étais bagarreur, mais personne ne me charriait. Parce que j'étais premier à l'école, mais j'étais premier dans les bagarres. Et personne ne me dire, oh, t'es un bolos, toi, t'es un bouffon. Parce que, mec, je te remplissais la gueule. Tu comprends, je veux dire. Donc, en fait, moi, et j'étais une légende dans mon game, parce que, voilà, c'était un truc que les autres ne pouvaient pas faire. Tu vois, nous, moi, j'étais études supérieures, on avait des ambiances, des fêtes chez des meufs, des trucs, tu vois. Et les mecs du quartier disent, ah ouais, la chance, tu vois. Et aujourd'hui, c'est comme il avait dit... Rudy, la dernière fois, tu sais, c'est un truc, un proverbe africain. Le singe dit du fruit qu'il ne peut pas atteindre qu'il est amer. Tu vois. En fait, voilà, c'est parce que toi, tu as raté tes études, tu as raté tes trucs. Tu n'as pas forcément raté ta vie. Mais en tout cas, tes études, elles sont derrière toi. Et du coup, les gens là, qui sont encore dedans, tu veux leur faire croire que c'est des bouffons. Et je lui ai dit à ce mec-là, je lui ai dit, écoute, gars, tu sais, dans 5 ans, quand toi, tu auras réussi tes études, et que tu seras peut-être sorti du quartier, que tu auras eu un appartement, que tu seras peut-être marié et tu auras fait un gosse, les mecs qui te charrient aujourd'hui, ils seront au même endroit, à la cité, pareil, à fumer des joints, sauf s'ils sont en prison ou au cimetière. Pour reprendre ce qu'il a dit, Kerry James, encore une fois, 4 murs ou 4 planches, frère. C'est deux issues. Pour reprendre ton exemple, il y a Madran qui, lorsqu'on a fait une émission ici, disait que il pense que les rappeurs sont responsables aussi et participent aussi au fait qu'on mette plus en avant les hefrit, les petits qui sont chauds. Enfin, que les rappeurs, en tout cas, ils mettent plus en avant les petits qui sont dans la délinquance plutôt que les petits qui sont étudiants et qui sont sportifs. Il y a ça. Nous, on a tendance à mettre en valeur les petites cités qui foutent la merde. Alors que si on mettait en valeur les petits qui ont leur diplôme, dès le brevet, tout ça, ah non, lui c'est le petit truc. À chaque fois, on met en valeur les petits qui font les vrais trucs. Mais je pense que les petits, quand ils vont grandir, ils auront une autre mentalité. Ils vont dire, ah ouais, pour que les grands ils m'aiment, faut que j'ai mon bac, faut que j'ai mon truc. Alors que nous, non. C'est le petit qui est un peu speed. Ah non, un petit verre, tu vois, c'est lui. Et c'est eux qu'on met plus en valeur dans la rue. Franchement, c'est ça mon analyse que j'ai vu. J'ai dit, ah, on met pas assez en valeur ceux qui ont leur diplôme, ceux qui sont carrés. C'est-à-dire, on leur dit bien, mais en gros, vas-y, bien, vas-y, tu vois. Mais ceux qui foutent la merde, tout ça, ceux on va les, entre guillemets, glorifier, mettre bien, prêter des logs, prêter ceci, tac, truc. C'est-à-dire, eux, ils sont là en mode bec. Ça veut dire, eux, là, ceux qui sont là, ils avancent, ils voient le petit, il est là, un truc, le gros, il paye des logs, truc, bam, bam, bim, bam, boum. Ça veut dire, tout le monde est en mode, ils veulent faire comme lui, tu vois, pour être apprécié, être là. Alors que si le petit, là, qui a son brevet, qui a des trucs, on vas-y, ah ouais, on fait des trucs, on paye son code, truc, on les glorifie plus, eux, on fait plus de louanges à eux. Je pense que la génération qui va arriver après, ils vont se dire quoi dans leur tête? Ah ouais, faut que j'ai mon diplôme, tout ça, pour être apprécié, tu vois. Malheureusement, c'est ça pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une partie du rap là qui est très écoutée, qui participe pas à ça, à valoriser les petits en mode... Après, le rap, franchement, ça a calmé... Oui, franchement, ça a calmé, ça a tout calmé. Oui. Franchement, ça a calmé beaucoup de choses. Ouais, mais t'as vu aujourd'hui,
tu sais, dans plein de textes de rap, ça glorifie plein de trucs. T'as vu? C'est vrai. Et du coup, t'as vu, ça valorise aussi les petits dont tu parles là, tu vois. Tu sais, les mecs, ils se disent, il faut qu'on fasse. On est tous fautifs, c'est ça que je te dis. Il faut qu'on fasse ça, parce que t'as vu, les mecs, les petits qui ont des diplômes, moi je connais des petits frères, ils sont en mode ingénieur, en mode médecin, tout ça. On les connaît pas. On les calcule pas. On les calcule pas, c'est ça que je te dis. On les met pas en valeur. Mais maintenant, comme je te dis, en vérité, moi, de mon âge et de ma génération, quand tu vois bien les rappeurs auxquels je fais référence, comme Kerry James, qui est un ami que je respecte à un grand niveau, ou Le Fa, qui est un mec que je connais et que je respecte aussi, moi, en fait, c'est les rappeurs que j'aime bien, c'est les rappeurs qui rappent cool. Et en vrai, comme tu parles de cassure, la cassure, je pense qu'elle a eu lieu dans plein de pans de cette société. Parce que le rap, clairement, le rap, depuis les États-Unis, hein, ça a été un cri de frustration, un cri de colère d'une certaine minorité qui faisait un constat des situations qui se passaient, que ce soit avec les flics, avec la société, avec tout. Ça a toujours été ça, le rap, tu vois. Aujourd'hui, le rap, c'est plus ça. À l'époque, un des groupes de rap le plus populaire en France, il s'appelle NTM. NTM, ça veut dire « nique ta mère ». On peut pas faire plus violent. Hein? Justement, à l'époque, il y avait une polémique où ils cherchaient le Nord transmet des messages. Voilà. Ils voulaient pas assumer. Mais en tout cas, tu vois, nique ta mère. On peut pas faire plus violent. Mais un de leurs premiers hits, c'était Le Monde de demain. Où dans Le Monde de demain, on disait quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Tu comprends ce que je veux dire? Et il disait que le monde de demain est dans nos mains. Bah, on y est au monde de demain. En réalité, même si Dieu prête vie à cette planète, parce qu'en réalité, de plus en plus, on voit les stigmates de la fin du monde, mais si Dieu prête vie à nous, à nos enfants, etc., on verra encore un monde après-demain. Mais le monde de demain, c'est aujourd'hui. Et le constat est triste, tu vois. Le constat est triste. Et ce que je veux dire, c'est que le rap, à l'époque, c'était du vrai rap. Et il y avait tout, même un groupe comme Lunatic, qui était considéré comme à une époque comme un des groupes les plus violents. Dans Pas le temps pour les regrets, ils disent « né pour amener ma part de progrès ». Exactement. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, le rap, peu importe qu'il soit un peu violent, un peu racaillisé, il y avait toujours ce souci et ce discours de « on a envie de s'en sortir ». Tu vois, Booba, il a dit un jour dans un morceau « aucune cité n'a deux barreaux ». Tu vois, c'est-à-dire que en fait, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus du rap, ils appellent ça de la zumba pour plein. Moi, j'entends les morceaux, tu vois. Tu vois, à l'époque, le rap, il y avait une gimmick, c'était comme ça, le son était lourd. Maintenant, en fait, tu peux même pas danser, en fait. Je veux dire, c'est ma vie. Je te jure, je vois les petits, je me dis, mais comment tu danses sur ça, en fait? Tu vois, c'est pas de la musique, ça. Tu vois, c'est... Tu vois, comme je dis, je suis encore dans la musique, je veux pas me mettre à dos les gens, tu vois. Mais oh, arrêtez les mecs. Vous avez cassé le truc, tu vois. Maintenant, ça vous rapporte de l'oseille. Alhamdoulilah, en fait, j'ai envie de vous dire, tu vois. S'il y en a certains à qui ça permet de gagner leur vie honnêtement et d'arrêter de faire des conneries, bah tant mieux, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que la cassure, elle est là. Elle est là, elle est dans les codes. Et moi, du coup, le phare, pourquoi? Comme je te dis l'exemple en question par rapport aux jeunes, mais moi, je me disais, mon fils, je veille au grain, tu vois. Et en plus, comme je dis souvent, moi, j'ai fait des conneries pour 5 générations. Donc, moi, je suis à l'abri. T'as vu, vas-y, c'est comme un vaccin. Tu sais, on t'a vacciné, et en fait, tu sais, le tétanos, le machin, tu peux, la fièvre jaune, tu peux aller au bled plein de fois sans te revacciner parce qu'en fait, on l'a déjà fait avant. Voilà, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Sauf que, comme je parle souvent de l'éducation, je l'ai dit la dernière fois, l'éducation des parents, c'est comme un château de cartes, tu vois. Donc, le château de cartes, minutieusement, tu montes carte par carte. Les valeurs, le respect, la bienveillance, le bien, le mal, etc., etc. Mais sauf que un courant d'air de dehors et tout se casse la gueule. Tu comprends? Un courant d'air de dehors et tout se casse la gueule. Donc du coup, les parents qui s'évertuent, tu vois, à élever leur enfant dans le mieux, en tout cas, de leurs possibilités, tu vois, et bah du coup, malheureusement, l'engrenage de dehors sape tous tes efforts. C'est ça. Et du coup, moi, par rapport à ça, je me suis dit, avec toute proportion gardée et en toute humilité, moi j'ai, enfin je pense, la capacité de faire changer les choses. Je suis pas un magicien, j'ai pas une baguette magique. Chacun à son niveau. Tu vois, mais moi, à mon niveau, avec l'influence que je peux avoir, tu vois, parce que par exemple pour les trucs que j'ai fait en Normandie par rapport aux élections, le truc c'est que moi je viens de la musique, tu vois, et du coup moi, le phare est associé au sport,
beaucoup, parce que le sport, c'est une école de vie qui t'apprend à dépasser tes limites, sortir de ta zone de confort. Pour les sports collectifs, qui t'apprend l'esprit de corps, qui t'apprend la cohésion, qui t'apprend tout ça. C'est une école... Le dépassement. Voilà, le dépassement de soi, etc. Et en réalité, Rudy sera d'accord avec moi, dans les quartiers, ceux qui ont fait du sport, ils ont moins mal tourné que les autres. Vrai, parce qu'ils avaient une discipline déjà, une rigueur, tu vois. Et du coup, donc, le sport est très lié à ça. Et à côté de ça, la musique. Parce qu'en réalité, on est... Ce que les enfants ingèrent, en tout cas à la télévision ou dans leurs oreilles, ça impacte et ça influence forcément leur comportement. Et du coup, moi, je popularise mon phare à travers la musique. Donc, je suis sur un projet. Et du coup, c'est pour ça que je te disais, tu vas sûrement m'inviter à la récré, on va se voir beaucoup, tu vois. Mon projet, ça s'appelle Il était une fois le hip-hop en France, tu vois, que je fais en plus en collaboration avec Driver, que tu connais, tu vois. Je l'aime bien. Et du coup, voilà, c'est pour, parce qu'on déplore aussi la transmission. J'ai vu des émissions de même, disons-nous les choses, où ça disait pourquoi les enfants ne connaissent pas leurs classiques, pourquoi machin, parce qu'en réalité, c'est la transmission. Tu vois, le témoin n'a pas été passé comme il fallait, à un moment donné, tu vois. Parce qu'en réalité, c'est à nous de le faire. Tu vois, c'est aux aînés de transmettre, tu vois. Donc voilà, à un moment donné, que ce soit dans le rap ou dans plein de choses, il y a des trucs qui n'ont pas été faits. Maintenant, dans l'éducation, il y a des trucs qui n'ont pas été faits, tu vois. Et moi, du coup, quand je fais le phare, je me dis, mon fils est sauvé. Mais si je peux sauver un grand nombre, et que je peux, parce que par les accès que je peux avoir et les leviers que je peux pousser, de le faire au sens large, et pour que mon fils soit bien et que ses potes soient bien, et que si les potes de ses potes et de ses potes soient bien, comme je te disais tout à l'heure, et pour rebondir sur ce que Mara disait, bien sûr qu'on met en avant les haflit, mais sauf que pour citer ce que j'ai cité la dernière fois, Amadou Ampateba, on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse. Sauf que la forêt qui pousse est bien plus nombreuse que l'arbre qui tombe. Donc en réalité, moi, mon but et le slogan du phare, c'est du cercle vicieux au cercle vertueux. Tu vois, moi je refuse. Très bien. Je refuse que parce que tu es en banlieue et que tu es noir, arabe ou blanc de quartier, que tu es obligé d'être un cassos pour être un bonhomme. Tu vois, non. Pourquoi ? Faut sortir de la victimisation. Et moi, ce qui m'énerve dans les émeutes du moment ou dans plein de trucs, tu vois, c'est que on va dire que, tu sais, tu as parlé des chaînes d'infos en continu qui sont là, bon, ils ont une direction éditoriale bien ciblée, etc. Mais sauf qu'en réalité, on leur donne du grain à moudre à ces gens-là. Tu vois ? Parce qu'en réalité, pour te donner un exemple qui n'a rien à voir, il y avait eu, je crois, c'était la CAN, et il y avait eu avec l'Algérie, la finale et tout. Et en fait, les journalistes, ils ont été sur les champs, tu vois, pour attendre que les Algériens foutent la merde. Et ils ont été, mais trop tôt. Parce que tu sais, il y en a plein, ils habitent en banlieue, le temps qu'ils viennent, les trains et tout. Et en fait, tu les voyais, et c'était en direct et tout. Hein. Et les journalistes, ils disaient, pour l'instant, c'est très calme, blablabla, blablabla. Et en fait, à un moment donné, les mecs sont venus foutre la merde. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on attend de toi... Ils le créent. Ils le font, tu comprends ? Alors que moi, pour te donner un exemple, tu vois, moi, j'ai œuvré, donc, du coup, par rapport à la ville d'Elbeuf. Et Elbeuf-sur-Seine, c'est une ville de province, tu vois, en Normandie, d'où je viens. Et il y avait les élections municipales et tout. Il y avait le maire, qui est un ami, Judé Merabé, qui était candidat. Et en face de lui, il n'y avait que 2 personnes sur la liste électorale. Et il y avait le Front National. Et du coup, il y a Marine Le Pen qui est venue, tu vois, pour soutenir son candidat. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la ville, il y a plusieurs salles qui pouvaient accueillir le meeting de comment ça s'appelle ? De Marine. Et ils ont pris la salle dans la cité. Alors qu'il y a une salle en ville à côté de la mairie, il y a une salle ailleurs, mais eux, ils ont pris, parce qu'en fait, ils voulaient faire une provocation. Mais grâce à moi et grâce à d'autres personnes de la ville que je tiens à rendre honneur, il n'y a eu aucun débordement. Parce que moi, je leur ai parlé, je leur ai dit, écoutez les mecs, ils ont fait ça, c'est une provocation. Ils attendent de nous que ça pète pour justement, c'est comme à chaque fois qu'il y a les élections, il va y toujours avoir, tu sais, comme là, on y est encore, une bavure, une machin, des émeutes, le terrorisme, le machin, tout ça pour monter la sauce et de dire, ah ouais, voilà, Front National ou Zemmour ou Sarkozy ou etc. Il n'y a que eux qui vont pouvoir avoir la main ferme pour
pour calmer le jeu, tu vois. Et à ce moment-là, eh ben nous, on a fait contre-pied. Ils s'attendaient à ce qu'il y ait des meutes. Il y avait des quarts de CRS aux abords de la ville parce qu'ils se disaient, en plus, il y a Marine qui vient dans la cité, c'est obligé que ça va partir en couille. Eh ben non, manque de peau. Et moi, c'est ça que j'attendrais de la part des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'en réalité, pour citer les États-Unis, tu sais, à l'époque, il y avait Malcolm X et il y avait Martin Luther King. Martin Luther King, c'était un révérend, tu vois, donc un mec d'église. Et lui, il prenait la paix, tu vois. Et il a beaucoup œuvré, c'est lui qui a fait la grande I Have a Dream, le discours à Washington, etc. Et du coup, il avait plus d'impact. Alors que Malcolm X, c'était plus virulent, il voulait... il était proche des Black Panthers. Et sauf que, bon, les deux sont morts, de toutes les façons. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pars du principe où... Alors que j'étais un mec violent, attention, hein, tu vois. Mais sauf que la jeunesse, bon, avec la fougue qui va avec, etc., forcément, t'es déjà des fois prompt à l'affrontement. Mais en vérité, le calme, c'est comme ça que tu véhicules les bonnes choses, tu vois. Dans des débats courtois, posés, c'est comme ça que tu vois. Et même, pour te parler d'un truc de guerre, tout le monde connaît l'image du cheval de Troie. Et le cheval de Troie, pour ceux qui ne savent pas, c'est que voilà, Troie était une ville imprenable. Et en réalité, les Grecs, ils ont en fait du vice. Ils ont mis comme bon, c'était des gens un peu animistes qui croyaient en plusieurs dieux, leur ont mis qui idolâtraient des dieux de toutes sortes, tu vois. Et ben ils ont mis des soldats dans le cheval en question. Et ils ont fait comme s'ils battaient en retraite. Et les Troyens ont cru qu'ils ont gagné la guerre. Ils ont fait rentrer le cheval dans la ville. Et ils ont perdu la guerre. Tu comprends? Ça veut dire qu'en réalité, moi, je serais partisan du... engagez-vous politiquement, engagez-vous socialement, engagez-vous pour qu'en réalité, de plus en plus de gens qui nous ressemblent soient à des postes clés. Mais il y a une problématique là-dessus. Excuse-moi de te couper. En fait, les jeunes des cités, notamment on va dire les Noirs et les Arabes, j'aime pas essentialiser les gens, c'est qu'ils se plaignent d'une chose, mais c'est un serpent qui se mord la queue. Ils vont dire, ouais, on n'a pas de représentation, ça veut dire, on va dire, des magistrats, des policiers noirs ou arabes, ou maires, tu vois, un maire de ville. Mais quand tu ramènes un policier noir, arabe, un maire ou un procureur, ou même un ministre, c'est quoi la première réaction qu'ils vont dire? C'est un harki, c'est un traître, un nègre de maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est un arabe vendu. Comment ils appellent, un collabeur, j'ai vu cette expression, un collabeur. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Pour revenir à ce qu'il a dit Mathéos, bon, parce qu'il a développé, pour la mère de Naël, après chacun son décès a la manière de les gérer. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai un ami, son père est mort d'un accident de voiture, il joue au foot. Moi j'ai eu plusieurs décès violents, j'ai aucune même réaction, parce que peut-être elle ne réalise pas. Bon, après c'est juste pour ça. Quand elle a parlé d'NTM, tu vois, si la chanson Laisse pas traîner ton fils, elle avait été prise au sérieux par notre génération, on n'en serait pas là. Après, concernant l'éducation, il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération, ils ont fait des enfants et ils se sont barrés. Tu vois, parce que tu vois, c'est pas comme les parents, ils cherchent à ce que maintenir le couple. Ah ouais, ça me convient pas, c'est comme une voiture, elle a trop de kilométrage, j'en change, tu vois. Et t'as beaucoup de mères célibataires qui essaient elles sont dépassées en fait, tu vois. Et aussi, t'en as beaucoup, ils ont deux comportements. À la maison, ils sont tout gentils, tout mielleux. Et c'est pour ça que des fois, j'ai vu... Moi, je connaissais, j'avais des potes à moi, je savais que c'était des diables dans la rue. Mais quand ils étaient convoqués, et moi, je l'ai vu qu'ils faisaient... Et ben, la mère, elle dit, mais non, vous mentez, vous vous trompez d'enfant. J'ai un de mes potes, Yacine Bellatar, qui est journaliste humoriste, dans son premier spectacle, il le dit, ça. Il dit souvent, les parents, ils apprennent ce que sont capables de faire leurs enfants au tribunal. Parce qu'en fait, les mecs, ils sont très sages devant la famille. Justement, pour illustrer vos propos, vidéo Maxime, s'il te plaît. C'est en off, là, ou ça part? Il y a un truc, et là, je parle à tous les internautes là, qui sont là, tous les mecs qui te regardent, là, qui ont des enfants, qui vont avoir des enfants. Nous, on a fait une erreur. On a répété l'erreur. C'est-à-dire, nos parents, ils nous ont laissé traîner en bas de nos quartiers. On avait 11 ans, 12 ans, 13 ans. On a traîné dans les parkings, on a traîné dans les rues. On a volé dans les francs-prix, dans les carrefours. Eux, ils nous ont pas laissés dans la rue parce qu'ils pensaient que c'était mal. Eux, ils reviennent des villages au bled et ils ont été élevés comme ça. Et ils pensaient que nous élever comme leurs parents les avaient élevés, ça serait bien. Malheureusement, là, on est dans un contexte urbain. Et nous, on a connu tout ça.
Et nous, en grandissant, nos grands frères ont fait des enfants. Et leurs enfants, ils traînent dans les rues. Je les vois là, 11h, minuit. J'ai mes potes qui étaient avec moi à l'école, qui ont mon âge. Leurs enfants, ils sont là. 11h, 9h. Et à un moment, c'est là où je suis pas d'accord. Ok la police, ok l'État, ok le racisme, tout ça, on le sait. Mais nous, quand est-ce qu'on corrige ça? Quand est-ce que nous, on corrige, qu'on arrête de laisser nos enfants traîner en bas? Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on se bute. C'est nous, on se bute tout seul. On se met une balle dans le pied tout seul. Chaque génération, l'une après l'autre, à traîner, à fréquenter, ensuite à faire n'importe quoi. Bravo. 15 ans, 16 ans, va rattraper ton fils ou ta fille quand ils sont grands. Irrattrapable. Et là, avant la case police et justice, il y a la case de nous, l'éducation qu'on leur donne. Un jour, il va falloir que cette culture de traîner en bas de la Tessie, laisser nos enfants, quand ils sortent de l'école, aller traîner n'importe où, il faut l'arrêter. Il faut stopper l'hémorragie, parce que c'est ça la spirale qui nous tue depuis 30 ans. C'est ce truc-là qui nous tue. Déjà, avant les meurtres policiers. Ouais. Déjà. Tu vois? Mais on va parler des meurtres policiers. Voilà. L'État, elle a sa part. La formation des policiers, l'éducation, la culture du racisme, on la connaît, on sait qu'elle existe. Et pas que dans la police, dans le logement, dans les métiers, dans les institutions. À tous les niveaux. Maintenant, nous, tu vois là, à chaque fois ils ont le prétexte. Ouais, mais il courait. Ouais, mais il était sur un scooter. Ouais, mais ils ont toujours le prétexte. Le jour où on leur laissera plus le prétexte, tu vois, ils pourront plus faire des débats sur notre gueule là de 8h du matin à 8h du soir. Tu vois, et s'essuyer les pieds sur notre gueule. Parce que c'est ce qu'ils font. Et ils manquent de respect à nos parents, à leur éducation. Tu vois, c'est pas eux qui nous ont dit aller traîner dans la rue, tout ça. Ça, on l'a connu nous-mêmes parce que l'école, elle n'a pas fait aussi son taf. L'école, elle a empêché nos parents aussi. Elle a surprotégé les enfants, l'enfant roi. Elle a dit, on va vous enlever la cape si vous tapez vos enfants. Ouais. La sécu et les foyers, les machins. À la fois, il y a le droit de l'enfant qui s'est clashé avec le droit des parents. Tu vois, donc, à un moment, tu peux pas dire aux gens, vous élevez, si vos enfants, vous les êtes un peu durs avec eux, on vous supprime ci, on vous supprime ça parce qu'ils peuvent porter plainte, et à la fois, tu te plains qu'ils sont incontrôlables. Donc, à un moment, tout le monde doit avoir une réflexion là-dessus, c'est tout. Et donc, c'est avant la case police, c'est avant la case prison. Quand on en est là, c'est déjà trop tard, en fait. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Franchement, franchement, rien à dire. Hein. Là, c'est vraiment très clair, limpide. Qu'en pensez-vous? Juste, tu permets, il y a une autre problématique que j'avais déjà abordée dans les précédentes émissions. C'est qu'il n'y a pas que le fait de laisser traîner son fils en bas. C'est que moi, la dernière fois, des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et un jogging Lacoste, c'est pratique. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Et une fois, je sors et je vois que je suis en jogging Lacoste Air Max et j'ai mon fils qui sort derrière moi. Et je vois qu'il est en jogging Lacoste Air Max aussi. Donc, tu as une génération d'adolescents. Ça veut dire, nous, moi, je vais avoir 45 ans, mais moi, je peux être encore dans la bagarre, je peux jouer à la play. C'est-à-dire j'ai des comportements qu'à mon fils, alors que les anciens darons, ils n'avaient pas ça. Ouais, exactement. Et quand on parlait de traîner, en bas, des fois, tu as le daron et le fils qui traînent ensemble, je ne dis pas que c'est majoritaire, et ils fument sur le même bédo. Donc quand toi, tu as un père, et que tu as fait 5-6 séjours en prison, que tu as un flash dans ta veste, et que tu es en train d'effriter, et que tu vas dire à ton fils, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il va hocher de la tête par respect, mais dans son fort intérieur, il va dire, qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'il y a beaucoup, on n'est pas exemplaires. On n'est pas des pères exemplaires. Mais tu as vu, ce dont tu parles, j'en parle souvent avec des amis à moi, je leur dis, il y a un phénomène de dynastie dans les quartiers qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que les anciens parents, c'était nos parents qui venaient du pays, et les nouveaux parents, bah, c'est nous qui avons grandi dans le quartier, et dont une minorité, mais qui est en train d'arriver, qui est en train de montrer le mauvais exemple à leurs enfants. Par exemple, moi j'ai un exemple dans une ville que je connais, carrément, je ne sais pas si je l'avais raconté dans un des épisodes, mais quoi qu'il en soit, voilà, nous on fait des chantiers éducatifs, dans le cadre de mon travail, tu vois, insertion sociale. Donc du coup, à un moment donné, mes collègues, il y a des jeunes qui arrivent avec des pochons, tu vois, des pochons vides. Et ma collègue dit, mais qu'est-ce que tu fais avec les pochons vides là? Ouais, je garde ça pour mon père. Et en fait, le père, il met sur le rinté son fils et ses potes.
Tu vois, c'est minoritaire ce qui se passe, hein, mais c'est en train d'arriver. Non mais en tout cas pour venir ce qu'a dit Ahmed, qui est un très très bon ami. RMTC, DOC, voilà. C'est son live. Non mais le rebeu qui parle, c'est Ahmed Koma. C'est un rappeur de Secret Connection. Légendaire. Voilà. Avec Fab, qui est devenu un imam. Voilà. Exactement. Haroun. Donc du coup, voilà, et il a tout à fait raison, parce qu'en réalité, c'est pour ça quand tout à l'heure tu parles de cassure, bien sûr, je te parlais de la cassure par rapport à l'éducation, parce que en réalité, comme quand j'ai cité le FAT tout à l'heure, tu vois, il y a plein d'adultes qui sont des enfants mal éduqués, c'est-à-dire qu'ils sont partis avec eux-mêmes des lacunes, eux-mêmes des mauvaises habitudes de comportement, eux-mêmes avec machin, qu'ils ont continué à transmettre à leur enfant. Tu vois, tout le monde ne fait pas bien les choses, malheureusement. Même si c'est une minorité, même si c'est une machin, mais en fait, bon, je dis pas. Pourquoi j'appelle ça le slogan, pourquoi j'ai trouvé du cercle vicieux au cercle vertueux, c'est parce que certains diront, ouais, mais c'est un cercle vicieux, t'es dans la cité, t'as grandi dans la cité, t'as des enfants jeunes, toi-même t'es encore dans la cité, donc en fait, comme il disait, c'est le serpent qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue, peu importe l'expression qu'on peut dire. Mais en tout cas, c'est une manière de dire que tu tournes en rond. Ben moi, je refuse, parce que c'est pas le cas, forcément, tu vois. Et c'est pour ça que moi, à travers le phare, encore une fois, je tends à le faire, parce que je pense qu'il y a deux axes qu'on pourrait mettre en avant. C'est la méritocratie, c'est-à-dire, comme tu dis tout à l'heure, quand tu évoques ton travail, mais moi, quand je pense à moi, j'ai marqué dans mon répertoire Aboubacar journaliste. J'ai pas marqué Aboubacar travailleur social. C'est depuis que je te connais mieux, que je sais que tu fais ça. Mais en réalité, la méritocratie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un mec comme toi, avec tous les contenus que tu fais, mais tu devrais être à la télévision, frère. Ça devrait être ça ton travail. Tu devrais être rémunéré grassement pour ça. C'est gentil ce que tu dis. Non mais parce que je le pense vraiment. C'est pour ça quand je te parle de méritocratie, tu vois, c'est parce que tu le mérites. T'es apaisant. Tu vois, c'est même pas une histoire d'apaisance, c'est une histoire que il fait ça, il fait la récré, il fait tout un tas de trucs de manière régulière, de manière sensée, etc., de manière professionnelle. Tu vois, et pourtant il est obligé de faire un autre travail à côté. Je savais même pas qu'il y avait des gens de Grigny comme ça. Tu vois, moi, je croyais que tout le monde crachait par terre là. Il est obligé de travailler à côté quand même, tu vois, parce que pour subvenir à ses besoins, en vérité. Et après, quand je te dis ça, je te parle d'exemplarité, parce qu'en réalité, du coup, pour revenir à toi encore une fois en l'occurrence, c'est que des mecs comme toi, ils devraient être plus mis au devant de la scène pour montrer à des jeunes, poto, c'est ce que tu as envie de faire, et fais-le. Pour reprendre tout à l'heure quand tu parlais des mecs de quartier et tout ça, quand je parlais de l'éducation, etc., je vais prendre un exemple qui est simple. Tu vois, Barack Obama, tout le monde le connaît. Barack Obama, c'est un noir. Il a été président des États-Unis. Mais avant d'être président des États-Unis, il était sénateur. Avant d'être sénateur, il était avocat. Avant d'être avocat, il a fait des études d'avocat. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire que, quand je te disais tout à l'heure, par rapport au cheval de Troie et par rapport au fait d'exister dans certains postes clés et comment ça s'appelle et du coup d'avoir de la force en fait, tu vois. Je vais prendre un exemple qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi je vais pas dire que j'ai des amis, mais je connais beaucoup de gens dans ça, tu vois, les gays, LGBT, tout ça. Ça veut dire que dans toutes les religions, dans tout le monde, que tu sais, blanc, arabe, machin, je connais aucun père. Le jour où son fils son coming out, il saute de joie, viens, on pète le champagne. Tu vois, mais sauf que les homos, ils se sont mobilisés. Ils sont aujourd'hui à des postes clés dans les médias, dans la politique, dans machin. Et aujourd'hui, tu peux pas parler d'eux sans être taxé d'homophobe et c'est punissable par la loi. Tu vois, parce que les mecs, ils sont arrivés après nous. Bon, même si, en vérité, ils sont pas arrivés après nous, parce que l'homosexualité, à l'époque des rois et tout ça, c'est un truc... elle était imposée, elle était machin. Et tellement les gens, à cette époque-là, ils faisaient même des enfants pour la succession. Mais ils avaient tous des mecs, tu vois, c'était des orgies où tout le monde, garçon, fille mélangés, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur pouvoir de LGBT+, en fait, ils ont du pouvoir. Je sais pas quoi, voilà. Chaque jour, ils ont du pouvoir, et parce que ils sont à des postes clés. Ils ont des lobbies, ils ont des machins, et du coup, alors qu'en réalité, comme je te dis encore une fois, tu vas prendre un breton, un basque, un indien, un machin, j'en connais personne
qui, le jour où son fils... Parce que si forcément tu as un fils, c'est que toi, tu es hétérosexuel, que tu l'as conçu avec sa maman. Donc, en réalité, je connais aucun père, quand son fils va lui dire, ou sa fille, écoute papa, écoutez maman, je suis gay, ils vont applaudir. Il y a de la tolérance, tu vois, ils vont dire, bah j'accepte, la vie c'est comme ça, aujourd'hui tu as vu, on en a de tout, des non-genrés, des non-binaires, des IL, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, la force qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont mobilisés. Il n'y a même pas que ça. Leur force qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait d'une orientation sexuelle un mouvement politique. Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'est-à-dire un truc... c'est comme moi, par exemple, j'ai jamais eu de petite amie blanche ou arabe. C'est une chose, c'est comme si j'en faisais un combat politique ou un mouvement politique. Alors que comme je t'ai dit, l'homosexualité, elle a toujours existé. Après, c'est drôle, par exemple, parce que le code de procédure pénale de Napoléon a été écrit par un homosexuel qui pénalisait l'homosexualité. Et à l'époque de la Grèce antique, elle était imposée. Tu sais, le terme, quand on dit mon mentor, dans la Sparte antique, c'était un vieux qui prenait un jeune soldat, il lui imposait l'homosexualité pour avoir une emprise sur lui. Parce qu'en gros, c'est comme les chiens, tu vois, pour dominer un chien, il lui trifouille la boîte à suchard, tu vois. Ben, c'est pareil. Donc, et eux, ils ont réussi à faire ça. Jusqu'à que la dernière fois, je passais dans le Marais, j'ai vu des ronds-points arc-en-ciel, des passages cloutés arc-en-ciel, tu vois. Ouais. En tout cas, donc, pour faire le parallèle, même si ça n'a rien à voir, mais c'est qu'en réalité, le jour où notre image, et moi c'est ça que je veux faire dans le phare, c'est changer l'image, changer le mindset de nous-mêmes. Tu comprends? Tu vois, parce qu'en réalité, même nous-mêmes, hein, tu vois, on a des préjugés envers nous-mêmes. Exactement. Tu comprends? C'est là que moi, je te raconte une anecdote qui est bête. Moi, donc, du coup, j'ai Bac+5, comme je te dis. Je bossais déjà... j'ai arrêté l'école, j'avais 27 ans. Avant, bah, j'étais déjà dans la musique, j'étais déjà dans la sécu, j'étais déjà dans plein de trucs. Et je faisais des tournées, etc. Et j'allais faire réviser à l'époque à Beaubourg. Tu vois, à Châtelet. Tu vois, la bibliothèque, elle n'existait même pas encore de François Mitterrand, là, tu vois. Et un jour, je croise un Renoir, un pote à moi. Et du coup, il me dit, ah, tu vas où et tout. Je le croise à Châtelet, tu vois. Et au niveau du KFC, là, moi, je traversais pour aller à Beaubourg, tu vois. Il me dit, tu vois, je dis, ouais, moi, je vais bosser à la bibliothèque. Et il me dit, ah, tu fais la sécu à la bibliothèque? Je dis, non, je vais bosser mes cours, tu vois. Il me dit, ah, t'es en cours, toi, encore, tu vois. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que, en réalité, même entre nous, tu vois, Oui, exactement. on a des préjugés. Exactement. Tu vois, tu vas voir un mec avec une grosse bagnole, tu vas dire, ah, peut-être c'est un dealer, peut-être c'est un machin, alors que, tu vois, moi, j'ai un ami à moi qui était à la bourse et tout. La première fois que j'ai vu une carte black, c'était dans ses mains. Il était à la City, à Londres, c'était un boursier, il roulait en Bentley avec le volant à droite. Et voilà, il était gavé, c'était un trader, quoi. Tu vois, je veux dire. Et ça tue. Parce que les gens, ils sont limités. C'est pour ça, des fois, quand j'ai des trucs, je suis obligé de les édulcorer, parce que si tu leur dis comment c'est passé, ils vont dire, immense, c'est un mytho. Tu vois ce que... Et moi, ça arrive à un proche à moi qui est rentré chez IBM, je crois qu'il vendait du data. C'était un bac, je sais pas plus combien. C'était un Renault, il est rentré. Et il venait de son premier jour. Et un mec, il a dit, ouais, je veux mon café allongé avec un sucre. Ouais. Et en fait, c'était son responsable, il prenait ses fonctions. Tu vois, et moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec ma femme, à l'époque, je suis parti à Sainte-Lucie, aux Caraïbes, et on était dans un hôtel luxueux, c'était la seule noire. Et il y a quelqu'un, il est venu, il lui a parlé en anglais, il croyait que c'était une femme de ménage. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, ils ont limité... C'est ça. Ah, mais c'est les préjugés, c'est aussi le racisme ordinaire. Tu vois, le racisme ordinaire, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être raciste pour faire du racisme ordinaire. Tu vois, le fait de dire, putain, pour parler vulgairement... t'es noir, tu dois avoir une grosse bite. Ben non, il y a des noirs qui ont des petites bites. Tu vois, c'est du racisme ordinaire, tu vois. Je te le dis ça vraiment grossièrement. Le riz et tu danses. Tu vois, c'est-à-dire vraiment, il y a des idées reçues chez tout un tas de gens par rapport à ta provenance ou ton origine ou machin. Voilà, comme tu parles de la danse. Moi, hier, j'étais à un mariage, j'ai vu des Renois qui ne savaient pas danser, frère. Tu vois, en vrai, il y en a, ils sont drôles. Hein. Tu sais, par exemple, on a les vieux en Algérie et au Maroc, il y a une vieille croyance qui croit que lorsque tu couches avec une femme noire, tu n'auras pas de rhumatisme. C'est pas entendu ça là. Non mais en tout cas tu comprends ce que je veux dire. Donc tout un tas de trucs comme ça où en fait ces préjugés là et l'image faut qu'elle change, tu vois. Donc moi mon combat c'est ça, le phare c'est ça entre autres, et en réalité ça parle de l'éducation, mais ça parle du respect. J'ai vu il y a pas longtemps à l'UFC qui parlait de ça, quand il parlait du foot avec le racisme et tout ça. Il dit mais moi en fait il vit d'une autre manière sa négritude. Pour lui il est fier d'être noir. Pour lui c'est pas une tare d'être noir, tu vois. Moi, je suis fier d'être noir aussi, tu vois. Jamais je me suis dit, oh putain, j'aurais aimé être blanc, peut-être ça m'aurait facilité. Non, tu vois. Donc, en réalité, tout ça, c'est l'image qu'on porte sur nous-mêmes. Si jamais, des fois, à commencer, on commence pas par la rétablir nous-mêmes,
les autres, ils ne vont pas le faire à notre place. Pour revenir, je t'interromps 2 secondes. Comme il disait Ahmed, avant les bavures, avant machin, tu vois, parce que pour reprendre l'histoire de Naël, comme je dis, sans blâmer, parce que cette famille a vécu un drame, tu vois. C'est-à-dire que si à 17 ans, l'âge à laquelle tu n'as pas encore ton permis, tu es déjà au volant d'une grosse voiture, etc., c'est qu'en fait, il y a déjà des virages que tu n'as pas pris. Tu comprends, je veux dire. Donc en réalité, si toi, à 17 ans, tu étais à l'école, ou tranquillement sur un vélo, etc., tu te serais peut-être pas retrouvé dans ces situations-là. Tu vois, je ne blâme pas, parce qu'en réalité, c'est la vie que... voilà, on parle pas des morts, déjà, à la base. Mais ce que je veux dire, je vais pas remettre en cause sa vie, etc., mais pour rebondir justement sur ce qu'a dit Ahmed, c'est qu'à un moment donné, ça commence par nous-mêmes, par ce qu'on inculque à nos enfants, ce qu'on leur cède et ce qu'on leur cède pas. Tu vois, etc. Parce qu'en réalité, la police, même si, voilà, moi, je dénigre pas l'institution, mais je dénigre certains policiers qui font très mal leur boulot, parce qu'il y a des policiers qui font très bien leur boulot aussi également, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'être confronté à ces flics-là, c'est que tu es déjà dans une, tu vois, je te donne un exemple simple, un truc encore, bon, on va dire que je parle beaucoup de cul, tu vois. Mais si tu croises quelqu'un dans un club libertin, c'est que toi-même tu y étais en fait. Tu vois, ça va de soi. C'est des trucs qui n'ont pas pignon sur rue. Tu vas pas être dans un supermarché, dans le rayon à côté, tu es dans le rayon des yaourts, tu te retrouves dans un gangbang, tu vois. C'est que c'est des circuits fermés, etc. Et tu as été là-bas. Donc en réalité, à un moment donné, si on voulait éviter de se retrouver dans les trucs là, n'y allons pas. Tu vois. Pourquoi mon fils il est pas dans ça? Parce qu'il y va pas. Tu vois. Émeute, machin, tu vois, tout, tu vois, même des trucs, il y a des causes que moi je soutiens, tu vois, moi je connais bien Assa Traoré par exemple, qui elle-même a vécu un drame par rapport à la police, et moi, j'ai déjà été dans certains de ces événements pour la soutenir, mais il y en a certains, quand ils ont une grande envergure, j'y vais pas. Parce que je sais que tu vas y aller, il y aura peut-être les flics, à un moment ça va gazer, à un moment ça va machin, tout ça. Donc moi je soutiens de loin, je partage ces trucs sur Instagram, elle sait qu'elle a tout mon soutien, etc. Mais en réalité, à un moment donné, il y a des trucs que je vais pas. Parce que j'ai pas envie d'être confronté à mon vieux âge là, à devoir prendre de la gazeuse, courir, me faire courser par les flics. T'es en forme, ça va. Non mais c'est pas une histoire que je suis en forme, bien sûr, mais ça n'empêche que... Ah non, mais c'est clair. Tu vois, je veux dire. Donc moi, c'est ça le truc. Donc à un moment donné, l'éducation, elle commence par là. Comme je te dis, il y a certains parents qui ont loupé le coche. Et de deux, en fait, arrêtez de donner du grain à moudre aux chaînes d'infos en continu. Parce qu'eux, ils attendent que ça, c'est leur fonds de commerce, c'est grâce à ça qu'ils font l'audience. Et du coup, voilà, tu vois. C'est pour ça qu'il faut qu'on forme des journalistes, mais pas question de cause, mais qu'ils soient au moins impartials. Parce que dans le journalisme, le père fondateur du journalisme me dit il y a 3 règles. Vérifier, vérifier, vérifier. Tout à l'heure, Mathéo, il faisait allusion aux histoires des hymnes nationaux. Quand il y a eu France-Turquie, ils ont tous juré, se seraient coupé la main, que la Marseillaise était sifflée. Mais ils en ont fait en boucle, ça a tourné, il n'y a rien eu. Peut-être il a pété dans les loges parce qu'il avait une gastro. Le lendemain, ils ne sont pas excusés parce qu'ils disent un truc, ils vont mentir, ils ne vont pas excuser. Et aussi, il faut épurer, tu vois, quand tu enlèves la crème du lait, tous ces vendus qu'ils ont. Là, depuis tout à l'heure, je vois, ils appellent des chalgoumis, des imams. Déjà, je ne comprends pas pourquoi, par rapport aux émeutes, oui, on va dire aux imams qui se calment. Ça veut dire quoi implicitement? Que tous les émeutiers, c'est des musulmans. Il n'y a pas des entiers, bon, il y a des entiers convertis, mais il n'y a pas des Bantous, des Ivoiriens, des Camerounais qui ne sont pas musulmans, il n'y a pas de Blancs. Tu vois, et ça, c'est des trucs qui rentrent dans la tête. Et après, ça devient, c'est comme une fois, j'avais vu un reportage, c'était un Béninois, il était payé par l'État allemand, parce que là-bas, c'est la Saxe, j'ai oublié comment c'est, pas des départements. Il était payé pour aller dans les arrière-pays et montrer c'était quoi un noir. Pourquoi? Parce que tu sais, Hitler, il est passé au pouvoir par rapport aux Noirs. Si tu regarderas, j'invite tout le monde à Google à regarder, médaille de propagande nazie sur les Noirs. En fait, ils n'avaient pas supporté qu'en 14-18, qu'on avait ramené les tirailleurs sénégalais. En gros, ils n'ont pas respecté, vous avez ramené nos indigènes. Et après, ils avaient fait des médailles avec des caricatures, avec des phallus géants. Ils vont venir et vous violer. C'est comme ça que Hitler a eu adhéré aux nazis, tu vois, l'accéder au pouvoir. Tu vois. Et en fait, il faut qu'on se prenne en main. Comme mon avocat Beko Taboula, une fois, il a dit ouais, les Noirs, ils se plaignent de ne pas rentrer en boîte. Avec les Noirs, ils ont qu'à faire leur propre boîte et qu'ils rentrent dedans. Tu vois. Et pour ce qu'il en revenait à dire à l'instant, quand il a dit si tu connais les milieux tendancieux, c'est que tu t'y approches. C'est pour ça que nous, en islam, ils disent pas n'allez pas en boîte. En gros, je schématise, n'approchez pas.
C'est-à-dire n'approchez pas des lieux où il y a des choses, c'est-à-dire n'approchez pas. Voilà. Là, on arrive à la fin de notre entretien, mais j'aimerais bien qu'on finisse sur 2 points. Voilà, depuis tout à l'heure, on parle de la responsabilité un peu de l'État. Mais on parle aussi de notre responsabilité à nous. Et on sait que dans les quartiers, manifestement, il y a beaucoup de musulmans aussi. C'est clair. Et moi, récemment, voilà, j'étais dans une mosquée et je commence à lire un livre. Et comme par hasard, je tombe sur une page. Et je tombe sur la page et je vais vous lire ce que j'ai lu. Et carrément, le prophète a dit « Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues. Ils dirent au messager d'Allah, nous ne pouvons nous en passer car c'est là pour nous l'occasion de parler entre nous. » Le prophète leur a dit alors « Si vous tenez absolument à cette pratique, donnez alors à la rue son droit. » Ils dirent « Et quel est le droit de la rue au messager d'Allah ?» Il dit « Baisser son regard, s'abstenir de faire du tort, répondre au salam, ordonner le convenable et interdire le blâmable. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, nous, dans les quartiers, depuis qu'on est petits, certains d'entre nous, on a traîné. On s'est posé dans des places. On a fait du bruit. Il y a même des papas qui sont... Les règles du voisinage, il y a un titre de Djibril alayhi salam. C'est-à-dire qu'il y a des papas qui sont venus nous dire, mais les gars, vous faites, surtout pendant l'été, vous faites trop de bruit, là, calmez-vous. On manquait jamais de respect, mais ça nous faisait quelque chose dans le cœur. On se disait, mais attends, comment ça? Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on s'est pas blagué depuis des années à traîner au quartier, à se poser, et est-ce que c'est pas aussi pour ça que quelque part on a des problèmes aussi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu traînes au quartier, tu vas te faire contrôler. Tu t'assois, tu restes. Et parce que, en plus, comme je disais, majorité de musulmans dans les quartiers, en tout cas pour ceux qui y croient, c'est écrit en fait. Ouais, mais en tout cas, moi, je te rejoins mais à 2000% sur ça. Et moi, par exemple, moi qui suis converti à l'islam, moi j'ai appris. J'ai appris. Donc cette partie-là, je l'avais déjà entendue. Et moi, j'ai beaucoup lu, parce que j'aime lire. Et alors que les 3/4 des musulmans qui sont, entre guillemets, nés musulmans, en fait, ils sont vus naître dans cette religion et ils n'ont pas, des fois, tous les tenants et les aboutissants, ils n'ont pas fait la recherche de la lecture, ils sont pas acculturés, etc. Donc, du coup, c'est clair qu'à la base, si tu es musulman, en réalité, là, tu vois que les médias français stigmatisent beaucoup cette religion, mais l'islam, c'est une religion de paix, de base. C'est de paix et de bon comportement, en réalité. Tu vois, maintenant, forcément, comme je te disais encore une fois, on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse. Donc les zinzins qui pètent des bombes, là, c'est écrit nulle part dans le Coran, ça. Tu vois, j'ai vu encore même pareil... un mec là, dans les manifs, un barbu, qui disait c'est œil pour œil, dent pour dent, on va faire la guerre, on nous tue, tu nous tues, c'est écrit dans le Coran, frère. Tu vois, bien sûr, il y a eu des guerres religieuses et en fait, moi, je me permets pas de remettre en cause le Coran que j'ai lu récemment, je l'ai lu il y a même pas longtemps, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains passages, je ne vais pas dire qu'ils sont plus à l'ordre du jour, parce que je ne me permettrai pas de faire cette offense, tu vois. Mais c'est, on est en 2023, on n'a plus d'esclaves, on n'a plus de machin, etc. Donc il y a plein de passages où on va te dire, voilà, quand tu as fait une erreur, tu dois, te repentir en donnant tant d'esclaves, en donnant machin. Oui, ça, donc en réalité, en 2023... recontextualiser. Après, ça, c'est un terrain très délicat, parce que tu vois, il y a des annulatifs dans l'islam. Et justement, dire qu'une prescription religieuse n'a plus son temps et en heure, tu vois, c'est... Comment ça s'appelle? C'est une sorte d'annulatif. C'est vrai qu'après, il ne faut pas le mettre au niveau du contexte. Exactement. C'est comme, par exemple, tu as souvent des gens, les musulmans acculturés, qui veulent plus français que musulmans, bien que l'un n'empêche pas l'autre. Ils te disent le dernier verset de Surat al-Kafirun. Lakum dinekum waliyad-din, à vous votre religion, à moi la mienne. Mais ça, c'est pas dans le cadre, toi, t'as ta croyance, fais ce que tu veux. Parce qu'en fait, cette sourate, Al-Kafirun, elle est descendue comment? C'est les Quraysh qui sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui lui ont dit, fais un peu de ta religion, on fait un peu la nôtre pendant une éternité, et à la fin, on voit quelle est la meilleure. Et là, il y a une injonction qui est venue, elle a dit non, à vous la vôtre, moi je suis, si vous voulez pas suivre, c'est votre problème. Si les jeunes, ils suivaient l'islam, il n'y aurait pas de consommation de drogue, il n'y aurait pas d'adultère, il y aurait pas, tu vois. Après, les voisinages, après, ça peut pousser à des... les gens sont exaspérés. Il y a 2 ans, il y a un petit amante qu'on connaissait qui s'est fait tuer à cause d'une musique en bas. Et des fois, tu as des trucs, tu vois, il y a des gens, des fois, ils balancent dans les quartiers par haine ou par exaspération parce qu'ils sont frustrés. Tu sais, il y a eu un terrain chez nous à Mantes, ils payaient quelqu'un qui passait la serpillière, ça me faisait rire, ils mettaient de l'encens.
Et des fois, ils tapaient aux portes, vous avez besoin de course, ils faisaient un chariot de course. Quand la police, ils sont venus, ouais, ça vend la drogue, quand la police ils sont venus, non, nous, on a vu aucun trafic. Dans un autre bloc, ça urinait, ça laissait les boîtes de kebab, les joints, les bouteilles dans les boîtes aux lettres, ça cassait les boîtes aux lettres. Quand la police, elle est venue, oui, un tel, ils ont tout balancé. Tu vois, parce que le voisinage, c'est très important en islam. Et des fois, tu as des gens, ils mettent la musique, tout ça, il faut se respecter, tu vois. Et c'est ça qui frustre les Français. Tout à l'heure, tu parlais des policiers, tu as beaucoup de policiers, c'est des anciennes victimes. Ils se sont fait prendre leur goûter au collège par Mamadou ou Mohamed, et maintenant qu'ils ont une fonctionnalité, une arme à la ceinture et qu'ils sont assermentés, ils veulent en découdre. Pareil pour les surveillants. Et t'en as beaucoup aussi, c'est la première fois qu'ils voient ce qu'ils appellent un indigène. T'as des gens, c'est des ch'tis, et où t'en as, ils viennent des dômes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi entre les Africains et les Domiens. Tu vois, moi, une fois, j'étais avec le frérot Dog, Alain, on est passé en jugement. Hein, Mathéos, on sortait de l'escalator à Châtelet. C'est l'épisode quand il raconte mon histoire que je me suis évadé du commissariat. Ben, on remonte comme ça. Et en fait, il était un peu nerveux, tu vois, c'est un Camerounais bagarreur. Et à un moment, le policier dit, négro, tu vas te taire. Et Alain, là, il regarde de l'antillais, et il lui dit, mais toi aussi, t'es noir, pourquoi tu dis rien? Il a dit, non, moi, je suis pas noir, je suis français. Et des fois, je vois des gens qui n'ont même pas... Regarde chez le Goumé, l'accent qu'il a. Il parle même pas français, c'est à lui qui vient nous expliquer comment être français. Il y a aussi une blague là, qui a écrit un livre qui est l'égérie de la droite, tu vois. Tu vois, c'est qui j'ai oublié son nom. Son nom, mais je vois de qui. Voilà, et elle a une carte de séjour, elle connaît même pas toutes les lignes du métro, tu vas m'expliquer à moi la France, alors que moi, malgré ce que j'ai fait, j'ai porté l'uniforme de l'armée française, j'ai fait Vigipirate. Mais eux, quand ils ont ça, c'est des prises de guerre. Tu vois ce que je veux dire, c'est des prises de guerre. Donc voilà. Après voilà. Et après, juste pour revenir sur la thématique essentielle qui était, la majorité des voyous, parce que moi je me considère pas comme un voyou, bien que je suis au grand banditisme. Moi je te parle des vrais voyous, ceux qui avaient des établissements de jeux, des restaurants, tout ça. Eux, ils ont tout fait pour couper les liens. Tu les voyais en costume dans des palaces parisiens à lire des journaux de droite ils devaient lire que l'horoscope dedans. Tu vois, il y a des gens là, ils ont coupé tout court avec ça. Ils reviennent jamais dans leur zone. Tu vois. Après, nous on essaye. Moi, c'est vraiment parce que je me sens soucieux des petits. Parce que je connais la finalité, tu vois. Je veux pas qu'ils terminent avec des peines à 2 chiffres. Et là, la génération, tu parlais de quel modus operandi, faut les choquer. Parce que c'est une génération PlayStation. Il va aller dans l'exaltation, il va mettre un coup de couteau. Le mec, il est mort, mais dans sa tête, ah, vas-y, je vais faire un code, il va se relever. Mais non, il est mort. Et après, c'est quoi? Ils arrivent, ils entendent 15 ou 20 ans, ils sont sous médicaments et tu les vois avec un marché à 2 à l'heure avec un filet de baffe dans la bouche. Pour finir. Je m'adresse à toi, monsieur Rudy Terranova. Ce serait bien qu'il y ait mon Instagram, mon fond d'écran. Ouais, t'inquiète, on va rajouter, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais justement, tu parles de ton Instagram. Est-ce que tu serais pas devenu est-ce que tu serais pas devenu une nouvelle sorte d'influenceur, toi? Parce que, regarde, aujourd'hui, on te voit un peu partout. Moi, je vois... Ils m'ont même certifié, ils m'ont donné la pastille bleue. Parce que t'as vu, moi, je me souviens enfin, nous, on est d'une époque où notre génération, t'as vu, on s'investissait, pas comment dire, on était plutôt discret. Là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle caste d'influenceurs, trentenaires, quarantenaires, qui parlent, tu vois. C'est-à-dire, toi, carrément, il y a la caste des influenceurs, trentenaires, quarantenaires, qui rigolent et qui fait des vidéos rigolotes, tu vois. Alors, ils sont pas nombreux, tu vois, mais ils le font quand même. Et maintenant, il y a toi, il y a Youve, il y a peut-être Monsieur Matos. Matos, tu vois, là il a moi, en fait, attends, excuse-moi, je t'interromps, je sais qu'on est en train de finir, mais tu sais, tout à l'heure, il parle de l'étymologie des mots, tu vois, c'est important. Tu sais, à l'époque, quand on disait quelqu'un avait une influence sur toi, c'était souvent connoté à une mauvaise influence. Tu comprends ce que je veux dire pas? Et aujourd'hui, c'est devenu un truc genre positif, c'est branché. Tu vois, moi, si je dois être un influenceur, en tout cas, si je peux influencer les jeunes par l'intermédiaire du phare à sortir de la rue, à accomplir des bonnes œuvres et à pas faire de vagues, je veux bien être un influenceur dans ce cas. Tu vois, mais en réalité, moi, j'ai rien à vendre, perso. Donc en réalité, pourquoi on va pas faire placement de produit. Voilà. Non, mais moi, je te pose la question parce que moi, j'ai l'impression que, regarde, même moi, ce que nous faisons là, se montrer dans des vidéos, avant, on ne le faisait pas. Moi, j'ai 43 ans. Voilà, toi, t'en as 52. Je les ai eu récemment. Oh là là, 52, j'ai 49 ans, moi. 49, excuse-moi, 49 ans, mon frère. 49 ans, tu vois, 49 ans. Toi, t'as quel âge aujourd'hui? 45? Faut pas dire son âge dans l'islam, c'est pour la haine. Je suis plus jeune que Booba. Et tu vois, moi j'ai l'impression, moi y compris, j'ai l'impression que, est-ce qu'on n'a pas tous pété un plomb à un moment donné, à montrer nos têtes sur les réseaux, à
Ah, je dis pas qu'on est forcément dedans, hein, mais il y a une course aux followers, il y a une course aux abonnés. Non, mais moi, c'est pas la course pour la course, c'est que moi, j'ai un truc à vendre. J'ai fait un livre, je vais en faire un deuxième. Ça papote de cinéma au loin, ça parle de Netflix, adaptation de ma vie au cinéma. Donc voilà, après moi, c'est ludique. Et aussi, je te cache pas, parce que j'en parlais avec le frérot, une fois, on a parlé de ça avec le frérot Mathias Ragnar, qui lui aussi a eu des problèmes judiciaires, qui a son parcours, bon, j'ai pas évoqué ici. Mais lui, justement, il a dit que quand il a commencé à être connu, la pression judiciaire et policière, elle s'est ralentie, tu vois. Et moi, je commence par exemple que la dernière fois, des policiers m'ont reconnu. La dernière fois, j'étais à Valley Village, bon, ça m'a fait rigoler, même ma femme, parce qu'elle est pas du tout dans ça, tu vois. Quand ça m'a demandé des selfies, pareil à Saint-Lazare, tu vois, on me reconnaît, même moi, ça me fait rire. Même Youf, t'as vu Youf, hier, j'étais avec lui, hier soir, il est parti à la manifestation de Nanterre, tout le monde l'a reconnu. Mais lui, c'est parce que lui, il est dans le milieu associatif. Nous, ce qu'on veut, c'est s'investir, tu vois. Mais est-ce que t'as pas peur d'oublier ta mission première et peut-être tomber dans les travers des influenceurs qui sont juste là pour se montrer, avoir des followers et faire des placements de produits? Je vais jamais vendre un Thermomix. Tu vois. Je vais jamais faire un code promo pour avoir une Omra, parce que maintenant l'Omra c'est devenu, aller à la Mecque, c'est devenu touristique, tu vois. Ouais, c'est cher maintenant. Ça fait très des cher. Moi, si je peux intervenir là-dessus, tout à l'heure quand je te parle d'exemplarité, et du coup voilà, moi Rudy c'est un frère, j'allais dire un ami, c'est un frère, je le connais depuis longtemps. Et voilà, lui il a quelque chose à vendre comme il vient de le dire, tu vois. Donc c'est un autre cadre, tu vois. Mais maintenant moi des mecs comme toi, moi j'aimerais qu'il y en ait plus. Parce qu'en réalité, quand je te parle d'exemplarité et que je te parle de la forêt qui pousse, en fait, il faut qu'on la voie, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on sache qu'elle existe. C'est grâce à ça qu'en réalité, les choses vont changer. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si les gens pieux, les gens brillants, les gens volontaires sont toujours cachés, les seuls qu'on va voir, c'est les autres qui font de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, au contraire, moi, comme tu as dit si bien, moi aussi, à la base, j'étais avec Booba pendant 10 ans. Si j'ai été dans 3-4 clips, c'est beaucoup, alors qu'il en a fait une multitude. Parce que moi, j'étais un peu homme de l'ombre, etc. J'ai toujours été un peu caché, tu vois. Mais en réalité, dans le cadre de la musique, moi, je m'en fous, je suis pas artiste, j'ai pas besoin de me faire voir, tu vois. Mais à un moment donné, pourquoi je parle aujourd'hui et pourquoi je suis à fond sur le phare et sur d'autres activités? Parce qu'en fait, il faut que ça se sache. Il faut qu'il y ait des gens qui apprennent, tu vois, que... Je te donne un exemple simple, hein, et on va essayer de finir là-dessus, parce que même moi, je dois enchaîner, tu vois. Aujourd'hui, c'est les 20 ans du Quai 54, exactement. tu vois. Moi, j'y vais demain, je devais aller aujourd'hui, c'est à cause de toi que je peux. J'aimerais bien avoir une place, mais bon, tranquille. Il fallait me le dire. J'étais avec mon Kobe avant-hier. Et ce que je veux te dire, c'est que à un moment donné, j'ai perdu mes mots. À un moment donné, l'exemplarité, c'est ça. L'exemplarité, c'est qu'il faut montrer, il faut en parler, parce qu'en réalité, c'est comme ça que le bruit se fait. Et c'est comme ça que les gens se rendent compte que ah ouais, mais lui, il a été capable de le faire. Et l'exemple que je voulais dire, c'est un truc simple, tu vois. Moi, je vais avoir 50 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quand j'étais petit, il y avait déjà les dessins animés. Tu vois, Disney, les cartoons, ça existe depuis super longtemps. Et ce que je veux dire, c'est que je connaissais plein de gens qui savaient dessiner. Mais à l'époque-là, on ne savait pas que être un dessinateur, être un graphiste, un animateur, c'était un métier, que ça rapportait beaucoup d'argent. Tu vois. Donc c'est ça que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut montrer, tu vois, il faut montrer qu'en réalité, il y a des métiers qui existent, il y a des gens qui vous ressemblent, qui les font, il y a des métiers comme journaliste, tu vois. On voit aujourd'hui à la télé, il n'y a que Roselmac qui est noir, tu vois. Alors qu'en fait, des gens talentueux qui se font des enquêtes, qui sont capables de, comme toi, d'animer des plateaux, etc. Mais il y en a des tas, mais on les voit pas. À part sur YouTube, tu vois, et etc., tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc en réalité, à un moment donné, c'est pas une histoire d'être un influenceur, parce qu'un influenceur, comme je te dis, c'est devenu un métier, c'est un terme fourre-tout, c'est devenu un truc branché, mais à un moment donné, moi je parle d'exemplarité. Il faut que, quand par exemple, t'as vu, il y a eu un mec comme Tony Parker, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a été en NBA, qui a remporté des titres, etc. Et ben quand toi, t'es jeune basketteur, tu peux te dire, j'ai envie d'être comme lui, tu vois.
Parce qu'avant ça, bah, tu pouvais pas, il y avait Michael Jordan, etc. Mais c'est des Américains, c'est loin de nous, etc. Aujourd'hui, tu vois, le premier de la draft, c'est un jeune Français, Wemba Yema, je sais pas comment si je dis bien son nom. Mais voilà, c'est des gens qui ont rêvé d'y être parce qu'ils ont vu avant eux leurs aînés qui ont accompli de grandes choses. Donc ils ont tendu à ça. Il y a Oscar Wilde qui a dit un truc que j'aime beaucoup. Il dit, en fait, il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, t'atterris au moins dans les étoiles. Tu comprends? C'est-à-dire que avoir des grands rêves. Et quand tu as un exemple devant toi, un modèle, que tu sais que, par exemple, imagine-toi, à travers tes contenus, ça se trouve, tu as créé des vocations chez des jeunes. Ils sont là, toute proportion gardée à ton niveau de YouTube. Il y a des jeunes, quand ils te voient, ils te disent, ah ouais, mais c'est lourd ce qu'il fait le grand frère Booba, là. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Je vais le faire à mon niveau, je vais le faire à mon échelle, je vais le faire à mon truc, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que je te parle d'exemplarité. C'est pas une histoire de, ouais, on pète les plombs, on est narcissique, on veut se voir à la télé. Moi, je suis pas tout ça. Si j'avais été narcissique, on m'aurait vu dans tous les clips de Booba, dans tous les clips des artistes avec qui j'ai été. J'aurais été comme P. Diddy sur scène avec les artistes, etc., etc., danser autour d'eux, etc. Moi, je suis pas narcissique du tout. Je suis un mec de l'ombre de base, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un message à délivrer et que tu as envie que les choses avancent, ben, il faut un peu te mouiller. C'est pour revenir. Et c'est sur ça qu'on va partir, parce que là, il faut vraiment que j'y aille. Comme on disait sur le départ, quand on parlait de est-ce que parler de son vécu de bandit, c'est glorifié? Non, pour moi, c'est pas glorifié. Mais sauf que sur certains moments, à certains accès, en tout cas, quand je suis dans un truc comme le phare qui a vocation à sortir les jeunes de la rue, ils ont besoin de comprendre que, hey, je suis passé par là où t'es passé, en fait. Donc, me dis pas que ce que tu fais, je comprends pas, que c'est pas possible d'en sortir, parce que moi, j'ai fait pire que toi et j'en suis sorti. Voilà. Ok, je drop le mic là-dessus. En tout cas, tu veux... Tu n'auras pas mon Insta. Maxime. Mais c'est au montage, mon frère. Il va te le mettre au montage. En tout cas, tu veux dire un dernier mot, mon ami? Merci pour l'invitation. Et j'espère au moins que ces vidéos, cette trilogie. Hein, ouais, c'est une trilogie. Ouais, c'est une Star Wars. Exactement. C'est ça. Très heureux de. Comme je t'ai dit, c'est la première fois que je rentre dans une cave pour faire un truc bien. et en espérant que c'est un seul jeune, ça peut lui éviter des soucis judiciaires. Tu vois, et c'est pas se désespérer. Tu vois, la vie, c'est une question. Tu peux avoir des échecs. Tu vois, et Mark Twain, puisqu'on a cité des auteurs. Mark Twain a dit l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Donc faut pas s'arrêter au premier échec. Tu vois, parce que tu peux arrêter. Tu vois, par exemple, le colonel Sanders, celui qui a fait KFC, il était millionnaire à 59 ans. Tu vois, et après, faut persévérer. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. En tout cas, pour finir, mes amis, voilà, vous êtes inspirants. T'as vu, Matos, nous on entend parler de toi depuis 20 ans, 25 ans. Donc t'es inspirant, mon frère. Il y a des gens, on t'avait jamais vu, on t'entendait parler de lui. Tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vient de la campagne. Elbeuf City. Dédicace à tous les Elbeviens. Le voisin de Poupette. Le voisin de Poupette. Et t'as vu, pour finir vraiment, t'as vu, moi j'ai mon ancien gring qu'on appelle Tonton. Il a 56 ans, 9 enfants aujourd'hui. Bon, voilà, avant, c'est lui qui gérait un peu, enfin, Grigny quoi. Tu es la cave de l'Essonne. Ça va, lui, mais ses enfants, ils ont 24, 25. Aujourd'hui, maintenant, c'est des avocats. Il a pas mal de filles, tu vois. Il en a 7 et 2 garçons, il me semble-t-il. Et un jour, je me souviens qu'il m'a dit. On était à Grigny comme ça, tu vois, parce que lui, c'est le genre de mec, c'est l'ancien du quartier, c'est-à-dire régler même des problèmes interpersonnels. Quand il marche, ça cache les bédos dans le dos. Ça éteint la musique, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, lui, il est directeur du centre culturel de la ville, alors qu'il a un gros passé, tu vois. Il a réussi à être directeur du centre culturel, et c'est lui, disons-nous les choses en vérité, tu vois. Bloc Contre Radio, c'est lui qui m'a forcé à le faire. Parce que moi, à la base, je voulais pas le faire. Et moi, je rappais, et il m'a dit, Bouba, t'animes déjà des débats avec Kizo, notamment, c'était pour Gang Story, tout ça. Vas-y, fais des émissions. On a le même éditeur, Kizo et moi, la manufacture du livre. Voilà, Kizo, dédicace à lui, mon frère. Et du coup, un jour, je vais me poser devant chez lui, il me dit, Bouba, je vais te dire la vérité. T'as vu? En vérité, les forts, c'est vous, les faibles, c'est nous. Je dis pourquoi? Parce que il a son passé de quartier, où voilà, il gérait les trucs. Il a dit, nous, en fait, on a voulu de l'argent vite, à l'époque, tu vois. Et voilà, certains d'entre nous, on a été millionnaires, on avait de l'argent, tout ça. Après, on a fait des années de prison, on ressort, on n'a plus rien. Vous êtes restés comme vous êtes, et à un moment donné, vous avez travaillé, vous avez fait ce que vous avez fait, vous n'avez pas eu nos problèmes. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve à je touche la même paye que toi. Donc en fait, j'ai fait tout ça. Il y a une étude qui a été faite pour rien, pour en arriver à être comme toi au niveau du statut social. C'est-à-dire,
à toucher la même paye que toi et être en mode. En fait, le but. Et des fois moins que toi. Ouais, c'est ça. Et en fait, le but, en fait, c'est d'être. Il m'a fait comprendre que le but, c'est d'être un mec bien, en fait. Ouais, mais depuis le début. Mais on est passé par des étapes qui nous ont, en fait, bousillés. Tu vois, à un moment donné, il a dit j'étais à un âge où je me suis dit, faut que je fasse des enfants. Il en a fait. Mais il a dit, frère, en fait, j'ai perdu du temps. En fait, l'effort, c'est vous, et les faibles, c'est nous. Et quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, j'ai dit, putain, tu sais, pour dire ça et reconnaître ça, tu sais, après son passé et à son âge, tu vois, et parce qu'il est plus âgé que moi, c'est notre ancien. Moi, il m'a connu, j'avais 7 piges, tu vois, on se connaît, tu vois, de grigny et tout. Et je trouve ça très honorable, donc vraiment dédicace à tonton. Tu vois. Non, mais en tout cas, c'est ce que je dis depuis le début. C'est qu'en vérité, quand tu as un certain âge, bah, la fin du générique, tu la connais. Et forcément, tu vois que bah, le recul et le passé que tu as eu, bah, tu vois les fruits que tu as eu, les bons comme les mauvais. Tu vois. Et après, tu peux avoir des expériences négatives et les mettre en positif. Ah, c'est ça. Tu sais, j'ai un gars de chez moi de Paganini du 20e qui a été tué, on n'a jamais retrouvé le corps. Tu vois. Et ces deux frères, il y en a un qui s'est mis à travailler à la Croix-Rouge et l'autre a monté une association pour aider à retrouver les disparus, parce qu'il y a beaucoup de disparitions en France, on n'en parle pas souvent. Donc en fait, tu vois, avoir un mal et essayer pas de le changer en bien, mais d'en faire une force. Voilà. Et des fois, il y a des gens, il faut les pousser. Tu sais, la dernière fois, j'ai attrapé un petit, je lui ai dit, tu sais, tu peux faire de la boulangerie, tu seras utile, tu feras du pain, et il y a des boulangers, ils sont devenus millionnaires. Mais après, tu vois, il y a des problématiques en France. Un boulanger, il va être assommé par les gens un peu, tu ouvres une boulangerie à Las Vegas ou à Miami, en un an, tu vas être millionnaire. Parce que les gens, ils aiment beaucoup la French touch, tu vois. Tu fais une pâtisserie, tu vends des millefeuilles au Qatar, tu vois. Donc après, il faut pas dénigrer les métiers de main. Grave. Tu vois, les plombiers, t'as des plombiers, ils sont gavés. Ah ouais. T'as toujours la demande, il y aura toujours des éviers bouchés et des toilettes, tu vois. En tout cas, les frères, je vous remercie. C'était la fin de cette trilogie. Et franchement, nous avons fait le boulot. Okay. Merci à vous, les frères. Tu me réinviteras dans le cadre de mon second projet, parce que je vais faire un livret avec Taboula. Pas de soucis. Je te remercie. Merci à vous, les frères.